Alors, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à cette journée scientifique biennale de Rare Québec. Welcome everyone. On est très, très heureux de vous accueillir à l'Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill. Nous saluons également nos participants en virtuel. La diffusion Zoom est maintenant commencée. Je me présente, Yvan Martineau. J'ai fait carrière en télévision comme journaliste sportif, à la radio également dans les médias. Et je suis MPOC, immunosupprimé. Et Dr. Vin a changé ma vie de 3 pneumonies par année qui nécessitaient chacune 2 semaines d'hospitalisation. Ben, je suis passé à quelques infections pulmonaires et aucune hospitalisation depuis 2016 parce qu'après 40 ans de problèmes pulmonaires, il a diagnostiqué que j'étais immunosupprimé. Pour moi, ça a été un immense cadeau du ciel. Ça a vraiment changé ma vie. Alors, vous devinez que c'est avec grand plaisir que je suis ici aujourd'hui. Alors, bravo à vous tous, chercheurs, cliniciens, professionnels de la santé, étudiants, fellows, au nom de tous ceux qui, comme moi, vivent avec une maladie rare, et je pense également à leur famille. Vous êtes tous extraordinaires. Merci beaucoup à vous tous. Et je vous invite à vous applaudir. Cette journée a 4 grands objectifs. Faire rayonner les travaux de nos chercheurs et étudiants, stimuler le développement de collaboration, mieux comprendre les réalités de l'écosystème des maladies rares et soutenir le développement professionnel de la relève. Avant de débuter officiellement la programmation, permettez-moi de vous transmettre quelques informations techniques importantes afin d'assurer le bon déroulement de la journée, tant pour nos participants en salle que pour ceux qui nous suivent en ligne. L'événement est diffusé en direct sur Zoom pour nos participants en mode virtuel. Certaines portions de la journée incluent des pauses de diffusion, notamment durant les sessions d'affiches et certaines transitions. Pour nos participants virtuels, les liens spécifiques pour les ateliers thématiques ont déjà été transmis par courriel. Nous souhaitons que cette journée soit la plus inclusive possible sur le plan linguistique. Les présentations seront offertes dans la langue choisie par les conférenciers, certaines en français, d'autres en anglais, afin de favoriser l'accessibilité pour toutes et tous. Un service de traduction simultanée est disponible. Pour les participants en salle, vous verrez les sous-titres dans l'autre langue apparaître au bas de l'écran. Pour les participants en ligne, vous pouvez sélectionner la langue de votre choix en cliquant sur l'icône Interprétation au bas de votre écran Zoom. Nous demandons à toute personne qui pose une question ou intervient pendant les périodes d'échange d'utiliser le microphone qui se trouve sur la table devant vous en appuyant sur le bouton pour l'activer. Les conférences et présentations orales tout au cours de la journée auront lieu ici dans l'amphithéâtre. Les présentations par affiche, les exposants, la nourriture, boissons seront dans l'atrium et les ateliers et le séminaire carrière de cet après-midi, de 14 à 15 heures, auront lieu en parallèle dans les salles distinctes. Les numéros des salles correspondantes se trouvent dans le programme, en ligne en PDF ou en imprimé, et se trouvent également sur votre badge d'identification selon ce que vous avez indiqué pendant l'inscription. Vous recevrez plus d'instructions sur ces ateliers au retour du dîner à 13h50. Pardon. Veuillez noter, c'est très important, il est strictement interdit d'apporter de la nourriture ou des boissons ici dans l'amphithéâtre. Le non-respect de cette consigne entraînera des frais pour les organisateurs de la journée. C'est une consigne très stricte. Je pense, ouais, OK, ça, je n'ai pas besoin de le mentionner. On n'est pas salcombe, presque salcombe. Bravo, hein? Vous êtes nombreux. Félicitations.
Alors, on souhaite remercier chaleureusement nos partenaires et commanditaires dont le soutien rend possible la tenue de cette journée. Pardonnez-moi, j'ai été malade en début de semaine, puis là, je le sens dans ma voix. Leur engagement contribue directement à faire avancer la recherche et à soutenir notre communauté scientifique. D'abord, RARE Québec est un réseau thématique subventionné par le Fonds de recherche du Québec, secteur santé. L'événement a reçu une subvention de planification et dissémination des Instituts de recherche en santé du Canada, l'IRSC. Nos commanditaires or sont Recordati Rare Diseases, Ultragenyx et Alexion AstraZeneca Rare Diseases. Nos commanditaires argent sont Amicus Therapeutics et Pacific Biosciences. Nous vous invitons à visiter leur kiosque dans l'Atrium et aller à la rencontre de leurs représentants au cours des pauses. Nous avons également le plaisir d'accueillir les partenaires de notre réseau. Le Réseau canadien des maladies rares, le Regroupement québécois des maladies orphelines et Carel Local parmi nos exposants. Nous vous invitons à aller à leur rencontre dans l'Atrium au cours des pauses au cours des pauses, s'il vous plaît, afin d'en apprendre davantage sur leurs initiatives et leurs actions au sein de l'écosystème des maladies rares au Québec et au Canada. Est-ce que ça va pour ça? Ça va? Vous êtes là? Super. C'est maintenant un grand plaisir de lancer la programmation officielle de la journée et d'accueillir Dr. Ryan Towers, directrice exécutive et scientifique en chef de l'Institut de recherche du CUSUM, reconnu internationalement pour ses travaux en recherche cardiovasculaire et son leadership scientifique. Voilà, c'est parti. Bonne journée tout le monde. Amusez-vous bien. Oui, bonjour et bienvenue. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. It's a great pleasure to welcome you here today to the Research Institute of the McGill University Health Centre. I feel especially privileged that the first of these very important meetings of RARE Quebec is being held here. So thank you to the organizers and thank you to the leadership of RARE Quebec. I welcome all of you here in person and, of course, all of those who are joining us virtually. This is a special day as you get together to share amongst yourselves the great discoveries and the future of rare diseases. It is truly impressive to see how large this Rare Quebec network really is, of almost 400 members. And this includes basic scientists, clinician scientists, and such a dynamic community can only lead to great discoveries and future new diagnostics and therapeutics. I really share with you and celebrate with you this diversity and the collaboration. And this is so important in terms of advancing science because we can't do this alone. So having a network such as this can only lead to greater and more impactful discoveries. We know that a day such as this, the Scientific Day, does serve as a platform for knowledge sharing, interdisciplinary collaboration, and of course, collective reflection. I really am delighted that we do have this in a hybrid form because it allows those who can't be here in person to also enjoy and benefit from the fantastic presentations that will be given today. I think it's also especially notable how important you as a network have embraced the patient partners. Without the patients and their voices, we really would not be able to do the work that really is impactful and that does have an effect on the patients themselves. So really congratulations to you as a network in focusing and really bringing in the patient partners. I really want to
remind you that this is an exciting day. I understand it's the first of the biennial scientific days, so this is wonderful, especially, as I say, us hosting it here in Montreal. But do take advantage of this time where you will be able to ask questions, to network, to collaborate, and of course, as I said, to advance your work. I also want to take this opportunity to thank the leadership of this network. It's really, we are proud to host it, as I said, and of course, the organizers of this special day. So thank you for being here. Thank you for being part of this network, and I wish you a very successful scientific day. Enjoy. Energy. We love that. Thanks a lot. J'invite maintenant le Dr Donald C. Vin, directeur exécutif de RAR Québec, clinicien-chercheur spécialisé en maladies infectieuses et en immunologie, ainsi que le Dr Philippe Campeau, co-directeur de RAR Québec et clinicien-chercheur en génétique médicale au CHU de Sainte-Justine, à nous présenter les priorités stratégiques du réseau et les grandes lignes de la journée. Mais là, excusez, juste un instant. J'ai un background de journaliste sportif qui a couvert le Canadien pendant 24 ans. Alors, full en délire. On a une grande victoire aujourd'hui. Alors, les premières étoiles. The First Stars, Dr. Donald Venn et Dr. Philippe Campeau. Ouais, merci beaucoup, M. Martineau, pour cette introduction. J'ai jamais eu ça dans ma vie. Jamais. Mais maintenant, on a établi un standard pour les prochains conférenciers qui vont me présenter. Alors, premièrement, merci, M. Martineau. Merci, Dr. Towers. Bonjour à toutes et à tous. C'est vraiment avec un immense plaisir que nous vous souhaitons la bienvenue à ce tout premier symposium éducatif de RARQC. Et c'est le premier d'une longue série. Si on était permis d'avoir un petit verre dans la salle, pour lequel on n'est pas permis grâce à la SNC-Lavalin, mais si on était permis, je vous lèverais ma coupe avec un chin-chin parce que je pense que c'est vraiment une étape importante aujourd'hui. Juste changer, juste pour ceux qui ne comprennent pas le français ou peut-être genre Air Canada, je vais parler en anglais. Hello, everyone. It is with great pleasure that we welcome you to this first Rare QC Biannual Educational Symposium, the first of many to come. Rare QC a pour mission de faire progresser la recherche sur les maladies rares en favorisant l'apprentissage en pair et le partage des connaissances, des ressources et des expertises. En mobilisant les forces de l'ensemble des centres à travers le Québec, le réseau agit comme catalyseur de collaboration pour accélérer les découvertes et maximiser l'impact de nos travaux. Why do we do this? Very simply, our vision is to establish Quebec as a leading, innovation-driven ecosystem in rare disease research, while improving clinical practices and enhancing the quality of life for people affected by rare diseases. From April 2024, RareQC now boasts 396 members. I think that's actually very impressive. That includes 223 regular members, 104 student members, and 69 partner members, representing a broad range of clinical and research settings across Quebec. We're nearly 400, and we're still growing. Depuis avril 2024, RareQC est en pleine structuration pour mobiliser et soutenir la recherche sur les maladies rares au Québec. La mise en place d'une gouvernance qu'on voit présentement et d'outils de communication et d'infrastructures clés, notamment les 3 piliers clés qui sont présentés dans l'image, dans le diapo, sont très bien avancés. Et ces 2 aspects nous permettent de mettre en place des bases solides pour, comme j'ai mentionné avant, avancer la recherche, avancer les découvertes
renforcer des collaborations à travers le Québec pour qu'on peut capitaliser sur toutes nos expertises dans tous les aspects de recherche sur les maladies rares. Merci beaucoup, Donald. Donc, je vais juste vous parler brièvement de l'horaire de la journée. Donc, on va commencer. On a l'honneur d'avoir 4 personnes qui sont affectées par les maladies rares qui vont nous donner un témoignage. Ensuite, nous allons avoir 5 chercheurs du réseau qui vont nous parler de leur recherche. Ça va peut-être vous donner des idées pour vos propres projets ou des idées de collaboration. Ensuite, on va avoir des sessions par affiche. Donc, les affiches A le matin, B le midi, C l'après-midi. Vous allez voir, c'est un petit peu serré, mais il devrait y en avoir juste deux affiches en même temps dans une même rangée. Il va y avoir aussi des évaluateurs qui vont passer là, pour les affiches pour qu'on puisse donner des prix en fin de journée. On va avoir par la suite, après la pause dîner, des ateliers thématiques. Donc, comme M. Martineau vous l'a dit, vous avez sur votre tocard la salle où va se dérouler l'atelier. Donc, un atelier par pilier. On va parler des priorités, des orientations, des défis, puis vous allez pouvoir suggérer des solutions pour les défis que pose chaque pilier. Donc, ça va être dans des salles à proximité. Puis, en parallèle à ça, les étudiants, les jeunes chercheurs vont pouvoir participer, c'est dans cette salle-ci, un panel de 4 personnes qui travaillent dans les maladies rares, qui ont des parcours de carrière différents, puis donc pour avoir des idées puis des discussions sur les différents parcours que vous pouvez avoir pour faire une carrière dans la recherche sur les maladies rares. On va avoir par la suite 6 présentations orales par les étudiants qui vont nous présenter leur thèse en 3 minutes. Donc, sur ces 6-là, il va y en avoir 2 qui vont avoir des prix d'excellence et puis il y en a un qui va avoir un prix de choix du public. Donc, vous allez pouvoir voter sur la présentation que vous préférez. Et puis, nous allons avoir Dr. Thierry Lacaze-Masmontin, qui est notre invité d'honneur, qui va nous donner une conférence, qui va nous donner un update sur le réseau canadien Rare Kids Can. Puis, finalement, on va bien finir la journée avec un cocktail de 5 à 6. À travers toute la journée, vous allez voir dans votre tocard, vous avez des espèces de cartes d'affaires avec votre courriel. Donc, l'idée, c'est que vous partagiez ça. Et puis, il va y avoir aussi 2 prix pour ceux qui vont avoir accumulé le plus de cartes de vos collègues. Donc, partagez-les pas avec les gens de votre étage. Donc, idéalement, c'est des gens que vous ne connaissez pas, des gens qui travaillent dans une autre institution, qui travaillent dans un autre domaine pour favoriser les échanges. Vous allez pouvoir les garder à la fin de la journée, mais pour garder savoir qui a le plus grand nombre, ceux qui pensent qui en ont le plus, je pense que vous allez pouvoir le dire à Christine, peut-être. En fait, ça va être un sondage Slido qui va apparaître à l'écran, puis tout le monde va pouvoir rentrer son nombre de cartes. Et s'il y a plusieurs personnes qui ont le même nombre, on va faire un tirage au sort. Parfait, merci. On a aussi un babillard des opportunités en avant, proche du comptoir de l'inscription. Donc, s'il y a déjà des opportunités qui sont présentes, si vous en avez d'autres, écrivez-les sur une feuille, allez lapiner au babillard, et puis tous allez consulter les opportunités. Donc, ça fait le tour de notre belle journée aujourd'hui. Je vais laisser la parole au témoignage de Ryan Hall et de Bianca Grenier qui vont nous parler de leur vie avec des maladies rares ou avec des proches aidants de gens qui ont des maladies rares. Merci beaucoup, Dr. Vin et Dr. Campo. Alors, on débute donc avec les 2 témoignages qui rappellent l'impact humain et sociétal de la recherche en maladies rares. Il est étudiant en biologie à l'Université McGill, proche d'une personne atteinte d'une maladie rare. Ryan conjugue engagement personnel et mobilisation scientifique à travers, et je n'avais pas entendu parler de ça, et je suis allé voir sur le web quand je savais que j'avais à le présenter. C'est vraiment impressionnant. Donc, il conjugue tout ça
à travers sa cyclo-tournée concert de sensibilisation. Mesdames, Messieurs, accueillons Ryan Hull. Voilà. Très impressionnant. Merci. Donc, je suis content d'être là avec vous tous. Il était question cet été de faire une campagne de sensibilisation, une campagne pour la cause des maladies rares, ce qui nous réunit aujourd'hui. Puis, notamment, on avait comme but de promouvoir les deux organismes au Québec qui y sont dédiés, donc RARQC puis le RQMO. Les maladies rares m'intéressent personnellement parce que ma famille est affectée. Donc, je sais, comme vous, la valeur des organismes pour la population. Puis, dans le fond, je vais vous présenter ce que ça a valu à la population d'avoir ces deux organismes-là. Suivant le thème de la rareté, c'était une campagne assez unique. Donc, dans le fond, je suis allé partir sur la carte qu'on avait avec mon vélo à travers le Québec. Puis, je m'arrêtais dans les communautés locales pour donner des concerts de piano. Donc, la partie vélo, ça a attiré beaucoup d'intérêt. Puis ensuite, au concert, c'est là que j'ai pu faire de la sensibilisation face à face avec la population. Donc, c'est au concert que je présentais les défis auxquels les personnes atteintes de maladies rares font face, notamment les délais de diagnostic, le manque de traitement puis le manque de solidarité. Puis ensuite, je présentais RARQC puis RQMO comme des organismes qui sont dédiés à ces problèmes-là. Donc, l'idée, c'était de jumeler mes intérêts pour la musique et pour le piano pour faire connaître ces enjeux-là. Ouais, c'était beau. Donc, c'est au concert que je pouvais parler au monde. Puis, dans le fond, c'était quoi la réaction qu'on a eue à cette campagne-là? On a eu des reportages dans des journaux dans la Côte-Nord, la télévision Côte-Nord, la radio à Montréal, il y a une radio à Winnipeg. Quoi vivre Rimouski, le McGill nous a aidé beaucoup. Puis des journaux en Montérégie. Puis par-dessus tout ça, il y avait aussi toutes les salles de concert, toutes les églises qui nous ont accueillis. Ouais. Les diffuseurs artistiques, puis les communautés. Les communautés qui m'ont accueilli, incluant toutes les familles qui m'ont reçu dans leur maison gratuitement. Donc, vraiment, avec toutes ces rencontres, les gens ont pu apprendre davantage sur les maladies rares. Et ça inclut les gens qui sont touchés, les familles qui étaient touchées de maladies rares, puis eux, la majorité ignorait l'existence de RARQC et du RQMO. Puis ça inclut aussi la majorité de la population qui n'ont jamais entendu parler de maladies rares. Puis, dans le fond, je suis content de vous porter la nouvelle que, de un, parmi les familles qui étaient déjà affectées, étaient très contents d'entendre parler du RQMO et de RARQC, que ça existait pour leur aider. Et de deux, pour ceux qui ne connaissaient pas c'était quoi des maladies rares, ils se sont montrés très réceptifs à notre cause. Donc, je me trouve principalement devant une communauté de recherche, puis ayant travaillé en recherche, je sais que ça se fait lentement, dans un domaine à part que je travaille, ça se fait lentement, puis souvent, on ne voit pas l'impact direct de notre travail. Mais tu sais, cet été, j'ai eu le privilège d'aller voir c'était quoi l'impact. J'ai eu le privilège d'aller voir ce que ça valait auprès des Québécois. Puis je peux vous dire que ça leur parle. Avec tout ça, il y avait aussi le but de faire un levée de fonds, ce qui a vraiment dépassé nos attentes. Donc, tous ces donateurs, ces donatrices, on a pu faire 15 700 qui sont répartis pour l'RQMO et le RARQC pour les aider. Ça, c'est aussi pour dire que c'est toute une communauté qui s'est rassemblée autour du projet pour mener à son succès.
Donc, aujourd'hui, c'est la première journée scientifique de RARQC. C'est un organisme qui n'existe pas depuis longtemps, mais ça se voit déjà que c'est une communauté assez impressionnante. Puis qu'on est tous entourés autour d'une cause qui est très importante. Puis cet été, ce que j'ai vu, c'est que, dans le fond, la réponse de la population envers notre cause était aussi importante. Donc, encore une fois, je suis très content d'être ici, puis ça me ferait plaisir de faire votre connaissance à travers la journée. Merci. Félicitations. Bravo, Ryan. Et maintenant, elle est maman de 2 enfants atteints d'une maladie rare. Madame Grenier nous partagera son vécu et son regard sur l'importance de la recherche. Nous allons regarder la vidéo qu'elle a préparée pour nous. Accueillons Bianca Grenier. Bonjour, nous sommes la famille Dubois. Je m'appelle Eliane, j'ai 13 ans et je présente mon frère Jérémy qui a 19 ans. Nous sommes tous deux atteints du trouble de la biogénèse des peroxysomes et nous avons aussi un frère qui est plus vieux, qui a 20 ans, qui est en bonne santé. Les 2 enfants sont atteints de la mutation du gène PEX16. C'est une maladie rare. Dans le fond, nous, on connaît personne autour de nous qui sont atteints de cette maladie-là. Tout a bien commencé pour les enfants. Dans le fond, ils sont nés, ils étaient en santé. C'est quand Jérémy a eu 7 ans seulement qu'on a eu des doutes dans son parcours. Dans le fond, sa jambe a commencé à entrer vers l'intérieur. On a consulté... on a été référé en pédiatrie. Après ça, il a été hospitalisé. On a fait des tests. Puis, dans le fond, on ne pouvait pas trouver vraiment ce qu'il y avait. On pensait être passé à côté d'une paralysie cérébrale. Il répondait à aucun. On a recherché plusieurs maladies génétiques. Tout revenait tout le temps comme correct. Dans cette année-là, dans le fond, Jérémy, il a perdu beaucoup de force dans ses jambes. Puis là, on ne savait pas ce qui se passait. À un rendez-vous, j'ai emmené Viviane. Puis. Les médecins l'ont vu marcher, puis on dit, je pense qu'elle ne marche pas comme un enfant de 2 ans devrait marcher. Donc, c'est là qu'on a focusé un peu plus sur l'aspect génétique. À ce moment-là, Jérémy avait 7 ans, Eliane avait 2 ans. On a fait des tests génétiques. C'est là quand on a fait le séquençage qu'on a envoyé ça aux États-Unis, que là, on a vu que c'était la mutation PEX16. Du moment 1 au moment 2, dans le fond, ça a pris 4 ans. Quand on a eu le diagnostic, Jérémy avait 11 ans, Eliane, elle avait 6 ans. Mais entre-temps, c'est sûr que la maladie, elle avait bougé, surtout dans leurs jambes. Eliane était beaucoup plus fatiguée. Donc, dans le fond, ça a été de l'essai-erreur pendant ces années-là. On a fait de la physio, on a essayé de la médication, on a rencontré beaucoup de médecins. Puis c'est seulement quand on a eu le diagnostic, finalement, quand Jérémy avait 11 ans, que là, on a su qu'il y avait une spécialiste à l'hôpital de Montréal pour enfants qui étudiait cette maladie-là. Fait que c'était Dr. Braverman. Puis on a demandé d'aller la voir. Elle a accepté de nous voir. Puis quand on est arrivé dans son bureau, nous, on était contents. C'était une spécialiste. Puis on se disait, elle va nous dire quoi faire. Parce que en tant que parent, qu'est-ce qui est le plus difficile? C'est beau la maladie, tout ça. On se dit, là, OK, je vais faire qu'est-ce qu'il faut faire. Puis on va savoir qu'est-ce qu'il y a à faire. Mais dans le fond, comme c'est une maladie rare, personne ne sait vraiment qu'est-ce qu'il y a à faire. Personne ne sait vraiment qu'est-ce qui va arriver plus tard. Donc, il y avait de la recherche sur le trouble de la biogénèse des peroxysomes, mais il n'y avait pas de recherche sur le gène que Jérémy il y en avait, donc le PEX16. Puis pour nous, en tant que parents, c'était le monde qui s'écroule, là. On voulait faire quelque chose. Je me disais, si je fais des campagnes de financement, on peut-tu au moins essayer d'étudier cette maladie-là? Puis Dr. Braverman, on a été vraiment chanceux de la croiser, puis qu'elle a dit, OK, on va le faire, on va l'étudier. C'est sûr que c'est une infime partie du financement qu'on peut apporter quand on fait des campagnes de recherche, puis de financement pour la recherche, mais on se sentait utile en tant que parent de pouvoir faire ça. Puis c'est sûr que là, les années passent, la maladie, les enfants demandent plus de soins,
on n'a plus le temps de s'investir autant, mais c'est vraiment notre grand espoir, c'est la recherche, parce qu'à partir de ces recherches-là, ben, on peut comprendre des choses. Ça fait maintenant pratiquement 8 ans qu'on connaît Dr. Braverman, puis qu'on sait qu'il y a de la recherche. Puis au fil des années, ça a évolué. On sait maintenant qu'il y a des souris, il y a du travail qui est fait avec des souris PEX 16. Donc ça nous apporte beaucoup d'espoir pour le futur. Puis ça nous aide aussi à pouvoir comprendre la maladie, puis éventuellement aider nos enfants plus précisément à chaque chose de la vie pour sans être essai-erreur toujours. Tu sais. Fait que ça nous apporte énormément d'espoir pour ça. Les recherches représentent beaucoup pour moi. Cela me permet de garder espoir que peut-être un jour, un traitement sera trouvé. Et ça me donne envie de rester en forme et de continuer de m'entraîner, même quand c'est plus dur, car ça va m'aider à éviter la progression de la maladie. Et ça m'aide à garder espoir que peut-être un jour, grâce à vos recherches, on va trouver un traitement et je vais pouvoir courir comme quand j'étais jeune. Et même les matins que c'est plus dur de me lever, je me rappelle que vous faites des recherches et que peut-être du jour au lendemain, vous allez trouver un résultat et vous êtes notre espoir. Merci pour chercher pour les maladies rares, même quand il n'y a pas beaucoup de monde atteint, on est vraiment reconnaissant. Merci beaucoup, vous êtes notre espoir, puis ça nous aide à continuer. Merci. Merci de garder confiance en ce que vous faites, même si parfois c'est dur. Merci beaucoup. Je trouve ça personnellement tellement émouvant. Je sais que vous baignez là-dedans régulièrement, là, mais ouf! Alors, doublement, comme je vous disais plus tôt, vous êtes extraordinaire, lâchez pas. Je pense que Mme Dr. Geneviève Bernard, co-directrice du réseau, avait un mot de remerciement à adresser? Non? OK, on va poursuivre. Alors donc, merci pour ces témoignages vraiment touchants. J'invite les conférenciers et conférencières qui présenteront dans les prochaines minutes à me jeter un petit coup d'œil. On va gérer le temps. Lorsqu'il vous restera 2 minutes à vos présentations, on vous fera un petit signe. D'abord, on y va avec Catherine Laprise. Nous accueillons la professeure Catherine Laprise, professeure à l'UQAC, donc à Chicoutimi, titulaire d'une chaire de recherche du Canada en santé et directrice du Centre intersectoriel en santé durable. Généticienne de formation, elle s'intéresse à l'identification des déterminants génétiques des maladies complexes et rares, contribuant à une meilleure compréhension de leurs mécanismes biologiques. Elle nous présentera l'exemple de l'épidermolyse bulleuse simplex. À vous, professeure Catherine Laprise. Merci. Alors, c'est quand même un défi de passer sans trémolo après ces témoignages. Je ferai le mot de remerciement au nom de la personne qui ne l'a pas fait. Je vais hypothéquer mes minutes. Je remercie les gens de leur générosité, d'abord par leur implication avec le premier témoignage qu'on a eu. Félicitations. Et aussi la famille qui nous partage l'importance d'être connecté justement avec les gens qui sont concernés par les maladies rares. Parce que souvent, j'ai 25 ans de recherche en arrière de la calotte et souvent, je réalise que le vécu des parents est ce qui est la plus grande richesse pour déterminer ce qu'on doit prioriser en recherche, puis aussi pour partager avec les autres familles qui vivent des situations qui sont comparables, parce que ce qu'on fait, bien que ça demande l'énergie de plusieurs personnes, ça demeure quand même modeste comme impact pour la vie des personnes atteintes. En tout cas, en ce qui me concerne, pour avoir travaillé sur l'acidose lactique, l'impact est encore très modeste. L'épidermolyse bulleuse simplex aussi, vous allez voir, c'est peut-être plus rayonnant en ce qui a trait à la fibrose kystique et on comprendra qu'il y a probablement plus de personnes aussi qui sont atteintes et donc le financement est peut-être un peu facilité.
J'ai assez pris de temps, alors je commence. Vous voyez le titre de ma présentation qui est Chaque maladie rare est orpheline, à la fois pour les chercheurs, mais aussi pour les personnes. Pourquoi j'ai nommé mon titre comme ça? En fait, chaque personne aux prises avec une maladie rare, c'est peut-être 1 sur 200 000 naissances, mais pour la personne, c'est 100%. Et souvent, cette personne-là se retrouve avec un phénotype clinique et des manifestations qui ne sont pas nécessairement les mêmes que les autres personnes qui ont le même diagnostic, même si elles sont un regroupement ou une association. Alors, il y a une très grande variabilité, il y a une errance par rapport aussi au diagnostic et des solutions de la vie courante vont fonctionner pour certains, moins bien pour d'autres. Donc, par rapport à l'individu, c'est ce que je voulais transposer par mon titre. Et pour la recherche, bien, il y a une énorme disparité. Alors, il y a des pathologies qui vont être mieux financées parce qu'elles ont touché des personnes qui étaient richissimes ou de grandes fondations ou d'autres situations, parce qu'aussi, il y a certaines familles de maladies qu'on peut regrouper ensemble et donc avoir une force de frappe plus intéressante, mais il y en a d'autres qui sont vraiment orphelines parmi les orphelines. Alors, c'est ce que je voulais partager ici. Donc, la maladie que je vous présente aujourd'hui, c'est l'épidermolyse bulleuse simplex. Et à la première planche, vous aviez une photographie. Alors, je vais essayer de vous raconter une histoire. En fait, en 2009, il y a un grand-parent qui est venu nous rencontrer au laboratoire qui avait un petit-fils atteint de l'épidermolyse bulleuse simplex et qui souhaitait qu'on mette en place un programme de recherche sur cette maladie-là au sein de notre laboratoire. Pour ne pas être imposteur, on a commencé par faire une revue de littérature et par voir et de voir quel groupe travaillait là-dessus dans le monde. Il n'y avait pas tant de gens que ça. Donc, on s'est dit, on a de l'espace, on a de la place et on peut essayer de contribuer avec notre expertise. Vous comprendrez que j'ai une chaire de recherche du Canada en génétique de l'asthme, des maladies allergiques, donc je suis loin d'une maladie dermatologique. Mais mon expertise en génétique, en biologie moléculaire, me semblait pertinente, étant donné les connaissances à ce moment-là. Donc, la prévalence de l'épidermolyse bulleuse, c'est une personne nouvellement diagnostiquée sur 85 000 naissances actuellement. Donc, une personne est atteinte sur 50 000. Et ce qui arrive, c'est qu'on a une atteinte au niveau de l'épiderme. Et ce qui va arriver, c'est que dans l'épiderme, on a des kératinocytes qui s'assemblent pour former des réseaux et donc donner la cohésion à la peau, l'architecture normale, ce qui fait que notre peau va pouvoir glisser, résister à des chocs mécaniques et nous protéger aussi des virus et des bactéries. Alors, dans le cas de l'épidermolyse, on a une atteinte qui fait que la peau deviendra plus sensible et même dans certaines formes, il y aura une atteinte au niveau des organes. Donc, la forme qui nous intéresse, nous, c'est l'épidermolyse bulleuse simplex, puisque c'était le diagnostic, je vais dire, du premier cas qui nous a été présenté dans le laboratoire. Donc, on s'est aperçu que l'épidermolyse bulleuse simplex était principalement causée par des mutations dans la kératine 5 et la kératine 14, qui sont deux kératines de type 1 et type 2, qui vont s'assembler ensemble. Et donc, lorsqu'on a la mutation de l'une ou l'autre, ben, c'est majoritairement un mode de transmission dominant et une seule copie va donner la maladie pour la personne. Donc, la maladie se manifeste par la formation de bulles au niveau cutané, bulles qui vont éclater et entraîner évidemment de la douleur, de l'inflammation et de la perte de protection. Donc, c'est une porte d'entrée pour les infections. Donc, vous voyez ici sur ce schéma la représentation des hétérodimères qui sont formés par les kératines. Donc, elles vont s'assembler ensemble, former des dimères, des hétérodimères. Et lorsqu'il y a une mutation, quand vous êtes dans le bas de la figure, ben, les deux bobépines, il y en a une qui va se replier, puis elle ne pourra pas s'appareiller avec l'autre. Et donc, on n'aura pas une belle architecture qui va permettre d'avoir une peau avec une fonction normale, puis on aura l'apparition d'agrégats de kératine dans le cytoplasme des cellules. Dans les épidermolyses, il y a à date plus de 200 mutations qui ont été identifiées, et dans l'épidermolyse, et ça fait environ une trentaine de sous-types cliniques. Dans l'épidermolyse bulleuse simplex, on reconnaît 3 grands groupes d'épidermolyse bulleuse. D'abord la localisée, ensuite l'intermédiaire, puis la sévère. Alors, c'est la nouvelle nomenclature. Avant, on parlait plutôt de Weber-Cochrane, de Kindler, et bien, peu importe. Maintenant, c'est ce qu'on dit. Donc, si on regarde les symptômes communs dans le bas de la figure, vous voyez que chacun des sous-types, il y aura l'apparition de bulles au niveau des mains, au niveau des pieds.
ça va entraîner un épaississement au niveau des paumes des mains et de la plante des pieds. Et pour les enfants, souvent un surpoids ou une obésité parce qu'ils vont avoir tendance à moins bouger et à être, évidemment, à pratiquer moins de sport étant donné qu'ils se blessent continuellement. Dans la forme intermédiaire, il y aura tout simplement une densité de bulles qui sera beaucoup plus importante et quelquefois répartie à d'autres endroits du corps où il y a des frictions ou des augmentations de température, comme par exemple aux aisselles ou à la ceinture. Puis, dans la forme sévère, on verra une atteinte au niveau des muqueuses de la bouche. Et il y aura aussi, dans certains cas, de la constipation. Les familles nous ont permis de comprendre que c'est en raison de la diversité alimentaire qui est moins possible en raison de l'inflammation, qui entraîne donc probablement une diversité microbiote moins intéressante, puis l'apparition de la constipation. Et les parents ont réussi ensemble, en échangeant, à faire des livres de recettes et des propositions pour des familles qui seraient confrontées avec ce problème-là. Et ce qu'on voit dans la forme sévère aussi, c'est des décès au courant de la première année de vie chez certaines personnes. Alors ça, c'est le profil de l'épidermolyse bulleuse simplex. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait dans notre laboratoire et qu'est-ce qu'on a décidé de mettre en place? D'abord, on s'est dit, bien, travaillons avec les dermatologues de la région, alors Georgette Leclerc, Audrey Dupéré, puis aussi des dermatologues en pédiatrie de Sainte-Justine, Julie McQuaid et Catherine McQuaid, et Julie Powell, qui sont les deux dermatologues pédiatres qui ont travaillé avec nous pour recruter des patients et donc mettre en place, j'ai mis mon temps là, moi, il ne faut pas que je le perde. Donc, mettre en place une biobanque et un échantillonnage. Dans les 3 premières années, nous avons réussi à recruter 11 participants, dont 7 de ceux-ci ont été validés au niveau moléculaire comme étant des personnes atteintes d'épidermolyse bulleuse simplex en raison d'une mutation dans les kératine 5 ou 14. Et c'est ce que nous avons choisi pour cibler une certaine homogénéité au sein de notre échantillon et de notre cohorte pour travailler. Vous avez ici la distribution, alors à peu près le même nombre d'hommes, de femmes ou de garçons-filles, et l'âge de 6 ans, donc jusqu'à 50 ans. Première chose qu'on a faite, on a voulu séquencer la kératine 5, kératine 14 pour identifier les mutations responsables pour l'ensemble de nos participants. Puis, on a aussi, étant donné la diversité des symptômes et de l'atteinte, on s'est dit que ce serait peut-être pertinent de faire l'analyse du transcriptome. Ça veut dire regarder l'expression de tous les autres gènes dans le génome pour voir si ces patrons d'expression-là différents pouvaient expliquer la variabilité de l'atteinte. Donc, on a pris l'ADN de nos patients à partir d'un échantillon sanguin et on a séquencé les gènes. Vous avez dans le bas de la figure la représentation schématisée de la protéine et vous voyez les mutations que nous avons identifiées. Alors, la moitié sur la kératine 5, l'autre moitié ou presque sur la 14. Et vous voyez ici les mutations. Vous avez les gènes, soit la KTR5 ou KTR14, et la mutation avec la protéine qui est modifiée. Et ce qu'on a identifié, en fait, ici, c'est 2 nouvelles mutations qui n'étaient pas documentées dans la littérature. Les autres, vous avez dans la dernière colonne les auteurs qui avaient déjà documenté ces mutations-là et qui étaient déjà connues. Donc, certaines étaient pour des patients coréens, européens ou canadiens. Alors voilà, ce qu'on a observé aussi, c'est que les mutations, et ça c'est intéressant, peut-être vous avez noté à la précédente, mais les mutations qui sont associées à nos 2 cas sévères se retrouvent dans le domaine HEAD, le domaine H1 de la protéine. Et ça va aussi avec ce qu'on voyait dans la littérature, c'est-à-dire qu'il y a une tendance pour voir une corrélation entre cette région-là qui est atteinte et la sévérité des patients. Ici, par cette immunofluorescence, vous pouvez voir dans le premier la distribution de la kératine 5 dans des cellules, dans les kératinocytes de patients, de personnes non atteintes. Alors, vous voyez le réseau qui est bien distribué, tandis que si vous regardez, je ne sais pas si vous voyez la flèche, mais si vous regardez ici le kératinocyte de notre patient qui porte la mutation L550P et qui est atteint de la forme sévère, mais vous voyez les agrégats de kératine 5 qu'on retrouve partout dans le cytoplasme de la cellule. Et c'est au départ ce qu'on a décidé d'identifier comme cible.
Alors, à la recherche de solutions thérapeutiques, on s'est dit, ce qu'on cherche à faire, c'est diminuer la quantité d'agrégats, posant l'hypothèse que si on diminue la quantité d'agrégats, on amène une certaine stabilité à la protéine et peut-être qu'on réussit à restaurer la formation de dimères. On s'est dit aussi qu'on pouvait peut-être essayer de trouver des molécules qui allaient augmenter l'expression d'autres kératines de type 2 ou de type 1, dépendamment de la mutation, qui allaient peut-être venir remplacer celles qu'on attend d'habitude et pallier à la situation. Alors, je vous présente ici l'étude d'expression. Je vous ai dit qu'on a voulu caractériser l'expression de l'ensemble du génome pour les patients. Alors, on a pris une biopsie bronchique, on voit ici un biais de formation, cutanée. Donc, on a pris un punch dans le bas du dos pour l'ensemble des personnes, de lequel, à partir de ce punch-là, on a extrait l'ARN total. On avait le choix de partir de la biopsie pour isoler les kératinocytes et faire l'expression juste pour les kératinocytes. On a fait le choix de prendre la biopsie au complet en se disant que c'était quand même un système dont les interactions sont intimement liées aux cellules environnantes, puis aussi qu'en faisant la culture des kératinocytes, on changeait peut-être un peu le phénotype. Bref, c'est toujours un équilibre entre les avantages et les inconvénients, mais sachez que nous sommes conscients des inconvénients. Ici, vous avez le patron d'expression. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans la peau des patients qui sont atteints? Comparativement à des témoins non atteints, bien, on voit qu'il y a 5 groupes biologiques ou 5 voies biologiques qui sont impactées, dont la biosynthèse lipidique, la kératinisation, la croissance et la prolifération cellulaire, la réponse immunitaire, puis l'inflammation. Vous avez dans le graphique, dans la pointe de tarte, d'abord tous les EBS au complet. Alors, on voit que pour l'ensemble des EBS, sans distinguer le sévère ou le localisé, il y a 28 gènes qui étaient différemment exprimés dans l'ensemble des clusters, sauf celui de la biosynthèse lipidique. Pour les patients sévères, il y avait beaucoup plus de gènes qui étaient différemment exprimés. Donc, on voit que l'impact pour les sévères est plus important et va augmenter ou diminuer l'expression d'un plus grand nombre de protéines. Par la suite, maintenant qu'on connaissait un peu mieux ce qui se passait au niveau moléculaire, on s'est dit, essayons 2 approches, des molécules et l'édition génétique. Avec les molécules, on s'est dit, bien, regardons l'accumulation d'agrégats dans le cytoplasme et regardons aussi l'expression des gènes qu'on aura identifiés comme étant différents pour voir si on avait une restauration. Les premières molécules qu'on a testées sont des molécules chaperones, parce que les molécules chaperones ont la propriété de contribuer à restaurer la structure polypeptidique. Et on trouvait que c'était une hypothèse intéressante d'essayer ces molécules-là. On a essayé plusieurs molécules. La seule qui a eu un effet intéressant, c'est le triméthylamine N-oxyde, le TMAO, qui se retrouve dans certains aliments et qu'on peut extraire. Alors, le TMAO a été testé et on a évalué son potentiel, donc, au niveau des agrégats. Comment on a procédé? On a mimé la maladie sur nos kératinocytes immortalisés. En fait, on a pris les biopsies de peau, on a mis les kératinocytes en culture, on les a immortalisés pour conserver nos primaires parce que c'est quand même une richesse de cellules. On travaille avec les immortalisés. On leur a fait subir un choc thermique pour mimer ce qui se passait dans la maladie et avoir donc la situation qu'on retrouve lorsqu'on a des frictions ou des augmentations de chaleur et d'humidité qui vont entraîner une exacerbation de la maladie pour les patients. On a regardé en immunofluorescence si on avait une augmentation des agrégats après le stress. Ensuite, on a mis du TMAO sur nos cellules, on a refait notre stress et on a compté les agrégats et évalué l'expression de certains gènes. Donc, ce qu'on voit ici sur le graphique, c'est des marqueurs de stress cellulaire, HSP70 et HSP40. Et ce qu'on voit, les premières, ce sont les témoins. Deuxième, c'est un exemple d'un patient atteint d'épidermolyse bulleuse sévère, muté dans la kératine 14. Ce qu'on voit au départ, sans stress, sans traitement au TMAO, c'est qu'on a une expression d'HSP70 qui est déjà 5 fois plus élevée pour le patient par rapport au témoin.
Lorsqu'on le traite au TMAO puis qu'on fait le stress, ben, on voit qu'on a une diminution importante avec le traitement. Alors, quand on fait le stress seul et qu'on regarde l'impact versus le stress seul avec le TMAO, on voit bien qu'on diminue pour ce patient-là. Donc, on a un effet. On a eu un effet pour 2 patients sur les 7 patients. Donc, c'est pour ça encore que je reviens à ces orphelins parmi des orphelins, parce que c'est une approche qui pourrait sembler intéressante, mais elle n'est pas efficace pour l'ensemble des patients. Et puis, le niveau des gènes d'expression qu'on a validé pour lequel le TMAO restaurait les niveaux, bien, on l'a vu pour des statines, l'interféron gamma et des gènes qui sont liés à l'activation des lymphocytes T au niveau de l'inflammation. Par ailleurs, on sait maintenant que le TMAO, dans la littérature, favorise le développement de l'athérosclérose par une inflammation au niveau des voies circulatoires. Donc, ça ne semble pas être tant que ça une approche intéressante à poursuivre. C'est pour ça qu'on a mis ça de côté dans notre laboratoire. Ici, c'est simplement que je voulais vous montrer qu'on a fait aussi le décompte des agrégats et qu'on voit bien qu'on a une diminution des agrégats dans le cytoplasme après le traitement. On a souhaité ensuite, avec l'avancement des connaissances, enrichir notre biobanque en mettant en place une banque d'IPSC, alors des cellules souches pluripotentes induites. On a fait ce travail-là avec François Gros-Louis à l'Université Laval et Laurie Martineau. Et donc, on est parti, encore une fois, de nos biopsies cutanées. On a mis les fibroblastes en culture qu'on a reprogrammés et on les a ensuite rendus disponibles pour la communauté scientifique. Alors, toutes ces cellules sont évidemment disponibles pour les collaborations et vous avez ici donc l'ensemble de nos IPSC. Comme il me reste 2 minutes, je vais accélérer en passant quelques planches et vous me pardonnerez. Ici, c'est tout simplement pour vous montrer le pipeline qui est en place au laboratoire pour évaluer la qualité, puis en fait, les IPSC. Donc, il y aura la séquençage pour valider que la mutation est bien conservée, le karyotype pour s'assurer que les cellules sont bien correctes. On va évaluer les marqueurs de pluripotence par 2 approches et regarder la différenciation. Pour ce qui est de l'approche CRISPR-Cas9, qu'on appelle les ciseaux moléculaires, évidemment, c'est une technique qui nous a intéressés et à laquelle on s'est attaqué de différentes façons. D'abord, par recombinaison homologue en utilisant, en plus de l'ARN guide, de l'ADN donneur. On n'a pas eu de succès jusqu'à maintenant dans cette approche-là. À date, on a eu du succès pour une recombinaison non homologue parce que la mutation responsable dominante d'un de nos patients crée un motif PAM. Et donc, on a saisi l'opportunité pour inactiver cet allèle-là pour ce patient-là. Les travaux ont été publiés. Ce sont des travaux de Barkap Chenia dans notre équipe, qui est maintenant avec le docteur Lucie Germain. Alors, ce travail a été fait et on a, vous avez ici les cellules, en fait, l'amplicon d'ADN du patient qui est non transfecté. Donc, vous voyez qu'il y a à peu près 50-50 de l'allèle A et de l'allèle muté. Et vous voyez le clone pour lequel on a eu du succès à côté, où on a 97 pardon, de l'allèle qui est non muté. Donc, ça nous a permis de restaurer les désappariements des fibres. Comme vous voyez en haut, on a un témoin marqué pour KTR5, pour K5, K14, en vert et en rouge respectivement. Au centre, vous avez le patient, les kératinocytes immortalisés. Et en bas, vous avez les cellules éditées. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'on restaure vraiment le réseau. Par contre, on aura évidemment moins d'expression puisqu'on a un allèle sur 2. Ici, c'est pour vous montrer la cohésion entre les cellules qui a été conservée. Donc, on restaure les desmosomes et le décadérine. Je vois le monsieur qui revient. Alors, donc, on a restauré la situation. En ce moment, je terminerai avec ça. Il y a 2 étudiants au doctorat au laboratoire qui travaillent, Reza Salminenpour avec Marie-Claude Saint-Saëns et moi-même, sur 110
composés chimiques pour les tester, et Rebecca, qui continue les travaux sur l'édition. Ici, vous avez tous les collaborateurs. Évidemment, les premiers à remercier, c'est les familles et les patients. Puis, vous avez ici tous les collaborateurs qui ont travaillé jusqu'à maintenant avec nous là-dessus. Puis, évidemment, j'espère que vous avez entendu qu'on a beaucoup de cellules et qu'on a beaucoup de place pour des étudiants gradués, mais aussi pour des collaborations. Merci beaucoup. Je ne sais pas si, tout le monde a entendu, mais on a à peu près 5 minutes de questions, incluant les personnes virtuelles. Donc, si on peut juste surveiller, est-ce qu'on a des questions virtuelles? Si on en a, est-ce qu'on peut les signaler aussi? Merci. On avait une de Catherine. Oui, merci Catherine. Très intéressant, travail en métabolisme des lipides. Donc, j'ai allumé parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gènes qui étaient modifiés sur le métabolisme lipidique. Et il y avait un lien avec l'obésité. Alors, je veux bien qu'ils bougent moins, les patients, mais y a-t-il une corrélation entre le défait métabolique que l'on voit et la sévérité de la maladie ou éventuellement quelques mutations? Est-ce que vous avez des résultats là-dessus? Nous, on n'a pas de résultats, mais dans la littérature, il y a certains groupes qui ont tenté de mettre ça en évidence, et puis il n'y en a pas. Fait qu'en ce moment, on a de la difficulté un peu à comprendre. Puis, on parle de surpoids et d'obésité, mais vraiment chez les jeunes. Et puis, je dois vous dire que dans notre cohorte à nous, il n'y en a pas. Et même les 2 sévères sont de grands sportifs qui sont au water polo à l'université en ce moment. Donc, puis on voit quand même ces résultats-là au sein de nos participants. En virtuel, peut-être? C'est bon? Ah! Bonjour. Oui, excellente présentation. Merci beaucoup, Catherine. Merci. Moi, j'avais une question en regardant les mutations que vous avez vues. Je pense que 6 sur 7 impliquaient une cystéine. Absolument. Alors, j'imagine que c'est quelque chose qui vous a frappé aussi. Oui. Est-ce que c'est connu que les agrégats impliquent des ponts disulfure, par exemple, non Oui. idéales, par exemple? Oui, Ouais, OK. c'est déjà documenté. Ouais. C'est Thomas Magen qui a démontré au niveau chimique cet élément-là. Est-ce que Donc, vous pensez que les 2 molécules que vous avez testées ont un effet sur ces ponts disulfure, par exemple? Ou est-ce qu'il y aurait une question à une bonne creuser, question. peut-être? Ouais. Pour le TMAO, c'est une bonne question. Ouais. Étant donné que les 2 pour lesquels ça a fonctionné ont une mutation de cette Voilà. nature-là. Ouais. Ouais. Super. Merci. Bien, merci. Comment puis-je le savoir? Sinon, est-ce qu'on peut en prendre une troisième, peut-être? Merci beaucoup, Catherine. C'est juste ici. Hein? Tu as mentionné le TMAO, en fait, c'est présent dans plusieurs aliments. Est-ce qu'il y a des patients qui auraient été tentés de justement en consommer un peu plus de ces aliments-là? Puis est-ce qu'il y a eu un effet quelconque? Bien, je vous répondrai ce que mes collègues chimistes me répondent. Le brocoli, ça a un effet, mais il faudrait que tu en manges un camion par jour. Fait que donc, c'est à peu près la même chose pour ce qui est du TMAO. Puis les concentrations, on était à 100 micromolaires, fait que c'est très faible pour voir un impact. Fait que je ne pense pas que dans l'alimentation, on peut y arriver. Bien, merci. Bien, merci tout le monde. Bonjour à tous. Pour ceux que je n'avais pas vus encore, je suis Christine, je suis gestionnaire du réseau RQC. Je voulais juste mentionner, s'il y a des gens qui veulent s'asseoir, là, qui sont debout, on a quelques places à l'avant, là, ça serait le temps de venir vous asseoir si vous le voulez. Pour les personnes qui n'entrent pas, on a une salle de débordement qui se trouve à la salle EM0.2225. Si vous voulez y aller, suivez-moi, je vais vous amener à la salle. Il y a une belle grande salle, puis il y a plein de places, puis il y a la diffusion Zoom. Alors, ne vous gênez pas. En vous écoutant, madame, je ne sais pas où vous êtes rendu, là, mais il y a une citation qui me revient en tête. Rien de grand dans le monde ne s'est accompli sans passion.
Wow, quelle recherche! C'était fascinant de vous écouter. Bravo, vraiment bravo, bravo, bravo. C'était fascinant. Nous recevons maintenant la professeure Élise Duchesne, professeure titulaire à l'École des sciences de la réadaptation de l'Université Laval et chercheuse au Centre de recherche du CHU de Québec. Ses travaux translationnels portent notamment sur les maladies neuromusculaires rares telles que la DM1, l'ARSAX et la DMOP, combinant études d'histoire naturelle, recherche interventionnelle et approche préclinique. Elle nous parlera de la puissance de la recherche intersectorielle en maladies rares. À vous, professeur Élise Duchesne. Oui, Alors, bonjour tout le monde. Premièrement, je remercie le comité de cette invitation. Je suis vraiment contente de venir vous parler aujourd'hui lors de cette première journée scientifique du réseau. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de sciences translationnelles. Donc, la science translationnelle, ça ne se fait pas seul parce que ça combine divers domaines. Vous allez voir que je vais parler des études d'histoire naturelle jusqu'aux études précliniques. Donc, évidemment, on est toute une équipe, plusieurs années de recherche qui sont derrière ça. Fait que voyez-moi comme une digne représentante d'un groupe de recherche très actif qui font ce genre de recherche-là depuis plus de 40 ans. Alors, disclosures. OK. Alors, aujourd'hui, je vais parler de 3 différentes maladies, donc la DM1, l'ARSAC et la DMOP. Alors, je ne prendrai pas un temps fou à vous parler de l'ensemble de ces maladies-là parce que dans les faits, ce que je veux vous démontrer, c'est qu'il y a des points communs dans la façon de faire de la recherche auprès de ces populations-là. Donc, ce sont 3 exemples de maladies rares. La DM1 est une maladie multisystémique, donc il y a des composantes évidemment au niveau du système musculaire, mais aussi au niveau du système cardio-respiratoire, au niveau du système cognitif, au niveau également du système gastro-intestinal et du système immunitaire. Donc, ce sont des gens qui sont lourdement hypothéqués avec plusieurs atteintes multisystémiques. L'ARSAC est quant à elle un type d'ataxie récessive qui fait partie d'une grande famille qui est représentée par un triplet d'atteintes, donc au niveau cérébelleux, évidemment, au niveau du système pyramidal et aussi au niveau du système neuropathique. Donc, ce sont des gens qui vivent avec des grands problèmes de mobilité, notamment dus à l'incoordination qui est liée aux problèmes cérébelleux. Et la dystrophie musculaire oculopharyngée, quant à elle, est caractérisée par un problème au niveau de la dysphagie, des ptoses, mais également de plus en plus documenté au niveau des problèmes de mobilité et de faiblesse au niveau des muscles proximaux. Donc, dans tous les cas, ces gens-là vivent avec des difficultés au quotidien dues à leur maladie qui limitent les activités de la vie quotidienne et aussi restreignent la participation sociale. Donc, je vais vous parler du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, j'habite au Saguenay-Lac-Saint-Jean. J'ai fait la majorité de ma carrière là depuis 2 ans. Donc, j'ai été à l'Université du Québec à Chicoutimi. Depuis 2 ans, je suis rendue à l'Université Laval. Mais lorsque je me suis établie dans la région, j'ai joint un groupe que je vais présenter plus tard qui travaille sur les maladies neuromusculaires depuis plus de 40 ans. Donc, ce qui caractérise le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est en raison du triple effet fondateur ou un mécanisme qui semble vouloir changer de nom si je me fie à mon collègue Simon Girard qui n'aime pas du tout l'appellation. Mais ce qui en découle, c'est qu'il y a une surprévalence de certaines maladies dans cette région-là. C'est vrai pour la DM1 où on retrouve 16 fois plus de patients atteints de DM1 qu'ailleurs dans le monde. Au niveau des patients ARSAC, donc il y a une cohorte qui est très bien caractérisée, très bien étudiée depuis plusieurs années. Et au niveau de la DMOP, il y a une surprévalence aussi. Donc, l'ARSAC et la DMOP n'ont pas une surprévalence comme la DM1 long, mais on retrouve des patients, une grande cohorte de patients atteints. Et ces patients-là sont tous suivis à une seule clinique des maladies neuromusculaires, qui est celle de Jonquière. Donc, ce qui est caractéristique de cette clinique-là, c'est que les patients sont vus, donc ils viennent tous d'une très grande concentration de patients sur un très petit territoire. Et pour les cliniciens parmi vous, vous n'êtes pas sans savoir que Dr. Jean Mathieu a suivi cette clientèle-là pendant à peu près 40 ans, donc suivi de façon
thématique rigoureuse et Dr. Mathieu a vraiment mis en place un système qui est enviable et dont nous, les chercheurs, on bénéficie aujourd'hui, c'est-à-dire lors de la création de la clinique neuromusculaire, des maladies neuromusculaires en 1980. Dès la création, il y a eu un maillage clinique et recherche dès le départ. Donc, il y a eu l'officialisation du groupe de recherche, le GRIM, que je vais vous présenter tout à l'heure en 2006. Mais sachez que depuis 1980, il y a des registres de patients qui ont été établis. Il y a des patients qui ont des numéros d'identification uniques, ce qui fait en sorte qu'on peut utiliser les données de patients de façon totalement dénominalisée. Donc, c'est un petit peu la création d'une première biobanque de patients à l'intérieur d'activités cliniques. Donc, ce groupe-là, c'est en fait un groupe de recherche s'est étendu au fil des années et il y a de plus en plus d'expertises qui s'y ajoutent pour en faire un groupe qui est véritablement un chef de file à l'international. Donc, ce groupe de recherche-là comprend plusieurs personnes, donc qui viennent d'horizons diversifiés. Donc, je n'ai même pas tout le monde ici. Donc, je présente Cynthia Gagnon, qui a été nommée aujourd'hui, qui est la directrice scientifique du groupe, qui en fait, est dans le groupe depuis sa fondation. Donc, Dr. Gagnon s'est assuré d'avoir au sein de l'équipe plusieurs expertises variées. Donc, je suis moi-même physiothérapeute. Il y a également des personnes infirmières, neuropsychologues, des neurologues, médecins de famille et aussi nutritionnistes, personnes travaillant en travail social. Donc, la conséquence de ça, c'est qu'on travaille de façon, toutes les programmations de recherche qui sont développées au sein du groupe sont vraiment intersectorielles. Donc, vous voyez ici le genre de données qu'on collecte lors de différents projets. Donc, on voit évidemment de questions générales, génétiques, qu'on peut retrouver dans les dossiers patients, mais on s'intéresse aussi autant à la fonction cardiaque, respiratoire qu'à la fonction motrice, qualité de vie, participation sociale, fatigue, et dans certains cas, de façon un peu plus spécifique, comme notamment en DM1, où les gens présentent de l'apathie et des problèmes de sommeil. Donc, on va les questionner sur le sommeil, l'apathie et au niveau des fonctions cognitives. Donc, il y a un intérêt particulier lors de nos collectes de données à l'intérieur de différents projets, c'est d'aller collecter le maximum de données. Donc, les maladies étant rares, chaque fois qu'on est en contact avec un patient, on s'assure d'optimiser la collecte de données pour pas que chaque patient soit vu à l'intérieur de 12 projets, mais soit vu à l'intérieur d'un projet plus concerté dans lequel le maximum de données sont collectées. Vous allez voir que ça l'a mené à des découvertes un peu fortuites. Je vais vous en présenter une tout à l'heure. Alors, je vais commencer à vous démontrer qu'est-ce qu'on fait au niveau des études d'histoire naturelle des maladies. Donc, ici, de façon très, 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 très simplifiée, c'est le continuum de données cliniques et aussi biologiques qui ont été collectées au cours des différentes années. Alors, dans les 3 maladies. Donc, si je commence par la DM1, donc Dr. Mathieu avait eu un financement des IRST début des années 2000 pour faire une première caractérisation, donc clinique des gens atteints. Donc, à ce moment-là, il y a 200 patients atteints de DMA qui avaient été recrutés et pour lesquels l'ensemble des données cliniques que je vous ai présentées tout à l'heure ont été collectées et certaines données biologiques ont aussi été prises à ce moment-là. Donc, cette étude-là a été répliquée 9 ans plus tard, donc en 2011, avec un autre financement des IRSC, où 115 patients ont été revus. Donc, imaginez, je pense qu'il y a plus de 6 000 variables qui ont été collectées à ce moment-là. Donc, imaginez, c'est la première étude d'histoire naturelle maladie en DM1. Il y a des initiatives internationales qui ont commencé il y a quelques années auprès de cette maladie-là. Et le but était d'en recruter 700 patients à travers le monde, objectif qui a été atteint l'année passée, mais on a un premier temps de mesure. Donc, ces études-là, ça fait 25 ans qui ont été menées avec 200 patients dans une seule clinique de maladies neuromusculaires. Alors, aujourd'hui, 25 ans plus tard, on tente de répliquer ça à l'échelle mondiale avec 700 patients, mais avec tous les biais que cela peut comporter, notamment de collecter des données sur différents sites avec différents évaluateurs. Donc, c'était vraiment une étude pionnière en DM1 et le temps de mesure a été répliqué donc en 2015 et aussi en 2019. Moi, je suis arrivée quelque part en 2013 et vous allez voir tantôt qu'on a ajouté certaines choses comme notamment la collection de biopsies musculaires. Donc, après ça, en 2013, il y a une étude d'histoire naturelle aussi qui a été démarrée en ARSAC. Donc, Cynthia Gagnon a obtenu un financement des IRSC à ce moment-là à l'intérieur d'une initiative internationale pour démarrer une première étude d'histoire naturelle. Donc, de 2013 à 2021-2022, il y a plusieurs patients qui ont été vus avec un nombre variable de personnes incluses. Et il y a un nouveau financement des IRSC obtenu par Dr. Gagnon en 2022 pour une étude d'histoire naturelle sur la dystrophie musculaire oculopharyngée. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces études d'histoire naturelle-là sont en mouvance, c'est-à-dire lorsqu'on réfléchit à un nouveau projet de recherche, on s'assure d'utiliser des méthodes standardisées
utilisé dans le passé dans la plupart des cas pour être capable de maximiser et de poursuivre l'étude d'histoire naturelle de la maladie à travers différents projets. Alors ça, c'est l'exemple des données qui ont été collectées en DM1. Donc, vous voyez à tous les temps de mesure, T1, T2, T3, T4, tout ce qui a été collecté dans les différents grands volets, donc de point de vue général, la fonction cardio-respiratoire, au niveau de la fonction motrice. À travers du temps, il y a certains choix éditoriaux qui sont faits. Donc, lorsqu'un outil de mesure fait son apparition, devient documenté dans une maladie, mais on peut faire le choix de l'ajouter. Et dans certains cas, il y a des choix déchirants qui sont faits aussi, c'est-à-dire que lorsqu'un outil de mesure a été démontré comme étant non valide, non fidèle, il est à ce moment-là retiré. Donc, on fait le choix de retirer l'outil de mesure, même si on brise la séquence dans le temps pour être sûr que les données cliniques soient des données de qualité. Alors, c'est un exemple des outils de mesure. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à l'intérieur du groupe, on aime bien dire qu'on a un trouble obsessif-compulsif pour la collecte des données, c'est-à-dire qu'on veut s'assurer que les données sont de qualité, parce qu'on a toujours en arrière de la tête que lorsqu'on voit un patient, il faut s'assurer que chaque visite compte et chaque visite est une visite où on va être capable d'aller chercher des données de qualité. Donc, on a développé des modes opératoires standardisés. En fait, ils ont été développés au fil des années et dans la dernière étude d'histoire naturelle en DMOP, ils ont été pilot testés chez 120 patients atteints de DMOP sur différents sites au Canada, notamment un site anglais qui était Ottawa. Donc, on s'assure que ces modes opératoires standardisés-là sont compris par tous, pas juste par notre équipe, pas juste par un physiothérapeute expert qui a travaillé dans une clinique de troisième ligne toute sa vie, mais par tous les intervenants pour être sûr d'être capable, après ça, d'avoir un outil qui pourrait être diffusé et s'assurer que les données collectées par tous les intervenants soient de qualité également. Alors, au fil des années, ça a permis de documenter deux choses. Premièrement, ça a permis de documenter dans différents systèmes. Donc, vous voyez, il y en a sur le sommeil, restriction de participation, au niveau aussi du muscle squelettique, donc la force, la faiblesse musculaire qui a été mesurée. Donc, on est capable de mesurer, la sévérité des atteintes et les sévérités des atteintes, on les exprime en référence, des valeurs de référence, mais aussi la progression dans le temps. Donc, d'avoir plusieurs points de mesure, ça nous permet d'évaluer la progression et on l'évalue à l'intérieur de différentes fenêtres temporelles. Par exemple, la première étude en DM1 que je vous ai parlé, donc le premier temps de collecte était séparé de 9 ans. Donc, la progression musculaire sur 9 ans a été mesurée en DM1. C'est vraiment intéressant parce que cliniquement, ça amène beaucoup d'outils. Donc, pour les cliniciens qui voient des patients en DM1, puis les patients disent « OK, parfait, alors vous m'avez diagnostiqué, j'ai la DM1, OK, mais what's next? Il se passe quoi dans ma vie, moi, avec ma DM1? » Donc, d'avoir ce genre d'études d'histoire naturelle, ça permet de fournir des réponses à des cliniciens et de dire, ce qu'on connaît de la littérature, c'est que sur une échelle de 9 ans, voici les déficiences qui sont prévues, voici les adaptations de domicile auxquelles vous devez réfléchir maintenant. Donc, ça donne des outils et ça donne une espèce de vue d'ensemble de la maladie et ça permet aux cliniciens de mieux accompagner les personnes qu'ils voient. Il y a aussi la venue des avenues thérapeutiques, donc les clinical trials, notamment en DM1, où évidemment, un essai clinique, c'est sur une période rapprochée. Donc, nous, on arrivait avec nos études sur 9 ans, très informatives cliniquement, parce que c'est des maladies qui sont lentement progressives, mais en même temps, les compagnies disent « Ouais, mais moi, la molécule que je vais donner, j'ai 18 mois là, pour évaluer si elle est efficace. » Est-ce qu'on est capable d'avoir une donnée un peu plus courte sur 18 mois ou sur une plus petite fenêtre temporelle pour savoir c'est quoi les pertes qu'on a dans ces maladies-là sur une plus brève fenêtre de temps? Donc, on a fait des études aussi sur 3 ans en DM1. Ce que ça nous a permis de comprendre, c'est que, par exemple, en DM1, c'est une maladie lentement progressive. Si on prend une échelle fonctionnelle, un 10 mètres de marche, un 30 secondes assis debout, on ne voit pas de progression sur 3 ans. L'échelle est, à quelque part, pas assez sensible au changement pour mesurer le changement. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si on donnait une drogue à ces gens-là, un médicament, et on utilisait ces échelles fonctionnelles-là, peut-être qu'on ne serait pas capable de mesurer l'effet de la drogue. Donc, vous comprenez le genre de pertinence le développement, en fait, ces études-là pour informer les futurs essais thérapeutiques. Par contre, quand on mesurait de façon quantifiée la force musculaire, on était capable de dire la perte sur 3 ans, mesurée de façon quantitative, ça, on la mesure. C'est peut-être l'outil que vous devriez utiliser dans vos essais cliniques. Donc, ça nous permet de à la fois répondre à des besoins cliniques et à la fois de préparer les essais thérapeutiques à venir. Alors, comment on voit un peu le développement des connaissances à l'intérieur du groupe? En fait, ça,
une image que j'avais développée à l'époque. Donc, l'état actuel des connaissances, il n'est pas le même dans les différentes maladies neuromusculaires. En DME, on est un peu plus avancé parce que ça fait 25 ans qu'on fait des études d'histoire naturelle. Les études d'histoire naturelle nous permettent d'aller identifier les déficiences. Une fois qu'elles sont identifiées, bien, super, on peut maintenant développer une intervention pour ces déficiences-là. Donc, en étant physiothérapeute de formation, c'est exactement ce que j'ai fait. Donc, j'ai développé des interventions, je vais vous en nommer quelques-unes tantôt. Et après ça, bien, tout ça peut permettre le développement d'approches basées sur des données probantes et, ultimement, identifier des biomarqueurs. Là, on est rendu plus dans cette sphère-là, mais on n'est pas encore tout à fait arrivé. En ataxie, on est un peu moins avancé. On commence à développer quelques interventions. On est parmi les groupes pionniers au monde à le faire. Je vais vous en parler un petit peu tout à l'heure. Et en DMOP, bien, on commence à caractériser la sévérité des déficiences. Là, ici, j'ai mis déficience musculaire. Vous pourriez comprendre que, parce que c'est mon créneau, mais vous pouvez comprendre que ça s'applique à l'ensemble des déficiences qui sont mesurées. Alors, au niveau des études interventionnelles, au cours des 10 dernières années, j'ai fait 2 programmes d'entraînement en force. Donc, on avait identifié des déficiences musculaires et on a donc compris qu'il fallait renforcer le muscle de ces patients-là. Donc, en attendant qu'il y ait une thérapie, ou même la journée qu'il y aura une thérapie, en combinaison, on pourra faire du renforcement musculaire pour que ces gens-là aient quelque chose à faire pour améliorer les déficiences qui arrivent bien malgré elles. Moi, ça me fascine à quel point tout ça semble logique, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le monde des maladies neuromusculaires, ça ne fait pas très longtemps qu'on sait que l'exercice ne blesse pas. OK? Donc, v'là 10 ans, j'ai eu beaucoup même de résistance. Les gens étaient comme, mais tu vas empirer ces gens-là. Bien, en fait, non. Là, il y a une étude qui a été publiée en 2013 qui a fait une revue, une revue systématique, en fait, pour dire, bien, on ne sait pas s'il y a des bénéfices à l'entraînement, mais ce qu'on sait, c'est que ça n'a pas l'air de blesser les gens, donc ça semble sécuritaire. Donc, en 2013, on dit que c'était sécuritaire. Moi, comme physio, je me disais, OK, mais là, il faut démontrer si c'est bénéfique ou pas. Donc, on a fait ces études-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, vous allez voir, ce n'est pas très inclusif. On a fait une étude chez les hommes seulement parce qu'on voulait limiter la variabilité, comme dans toute étude maladie neuromusculaire. Donc, il y a une très grande hétérogénéité dans nos populations. On s'est assuré d'aller, et en DM1, au niveau des manifestations, chez les sexes, il y a des différences significatives. Donc, on a voulu limiter. Donc, on s'est assuré d'avoir seulement des hommes dans un premier temps et on a répliqué l'étude quelques années plus tard chez les femmes. Donc, on a fait un entraînement classique basé sur toutes les recommandations de l'American College of Sport Medicine, à l'exception qu'on n'a pas fait 3 fois par semaine, on a fait 2 fois par semaine parce que ces gens-là sont très fatigables. Donc, on est allé un petit peu à l'extérieur des recommandations. On a entraîné le membre inférieur seulement pour être sûr de ne pas fatiguer les gens et pour s'assurer l'adhésion au programme. Donc, 2 articles ont été publiés et ce qu'on démontre dans ces 2 articles-là, c'est en fait peut-être quelques petits mots sur le design expérimental. Donc, on s'est évidemment intéressé à l'effet de l'entraînement avant et après l'exercice, mais on s'est assuré surtout de prendre des biopsies musculaires pour être capable de comprendre les effets qu'on allait mesurer. Alors ici, ce sont des résultats cliniques. Donc, on voit une amélioration dans à peu près tous les résultats cliniques. Ici, on voit une amélioration. Donc, il y a une hypertrophie des fibres musculaires. Donc, on a vraiment réussi à obtenir notre effet. Au niveau de la capacité fonctionnelle, on voit des effets positifs aussi. On s'est assuré d'aller regarder au niveau neuropsychologique, qu'est-ce qu'on voit de l'effet de l'entraînement. Donc, on est allé mesurer l'apathie, la fatigue, le niveau de dépression chez ces gens-là, ce qui n'est pas du tout un objectif physio en soi. Mais avec tout ce qu'on avait vu antérieurement au niveau de la population, on a jugé important de le faire. Et ce qu'on a vu, c'est qu'on a diminué de la composante apathique, on a diminué la composante des time sleepiness, puis on a aussi diminué dans le groupe des femmes la composante anxiété. Donc, c'est un exemple de maximisation de données cliniques. On s'est assuré aussi de produire des produits de transfert des connaissances pour que, c'est bien beau d'avoir généré ces documents-là, mais on sait très bien que les patients en soi et les cliniciens en général n'ont pas le temps d'aller consulter la littérature scientifique. Donc, on s'est assuré de vulgariser le tout et le rendre accessible à la population. Donc, on retrouve ces outils-là sur notre site Internet qui sont en français et en anglais. Je vous parle vraiment rapidement d'un autre programme qu'on est en train de faire en ataxie, qui est le programme Impact. On a fait exactement la même recette. Donc, on est allé identifier les déficiences musculaires qui sont davantage au niveau de l'équilibre cette fois-ci, au niveau de la coordination, et on a développé un programme qui est actuellement en cours sur 3 sites au Canada. Donc, un programme où les évaluations sont faites par un physiothérapeute au départ et le programme est individualisé. Il y a différents domaines qui sont entraînés. Et aussi, on s'est assuré, encore une fois, d'avoir des vidéos qui sont disponibles. Donc, ce programme-là, lorsqu'on le donne à nos intervenants, bien, en plus d'avoir le descriptif, ils peuvent aller voir les vidéos de comment ça se passe réellement, la prescription dans l'eau.
et aussi en salle de thérapie. Et je passe rapidement parce qu'on vient de terminer notre 12 mois post-intervention, donc on est présentement dans l'analyse des données. Alors, ce que ça a démontré, ce que ça permet tout ça, après ça, c'est de faire des études précliniques. Donc, vous avez vu que dans le design expérimental que je vous ai présenté tantôt, on a pris des biopsies musculaires. Je vous ai parlé aussi de l'étude d'histoire naturelle de la maladie où il y a des échantillons biologiques qui ont été pris, notamment des biopsies musculaires. Alors, ce que ça permet, ça, c'est d'aller comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau mécanistique. Donc, on est capable de mesurer les effets cliniques. Maintenant, avec les échantillons collectés, on est capable de dire, OK, mais c'est passé quoi dans l'effet musculaire pour que tout ça arrive? Donc, ici, c'est seulement quelques exemples que je vous donne. Alors, ici, c'est vraiment de la science translationnelle, dans le sens que je m'associe avec des gens qui sont bien meilleurs que moi dans bien des sphères, notamment fondamentales, pour être capable de comprendre et de faire parler les données cliniques. Alors, on a quelques exemples de comment l'expression génique, elle est rescue, donc par un entraînement musculaire, et comment tout ça est corrélé au gain clinique. Même chose au niveau de la capacité mitochondriale. Je passe rapidement ici. Et je vous présente ici un dernier article qui a été fait par Nicolas Dumont, mon collègue à l'Université de Montréal, avec sa postdoc du moment, Talita Conte. Je sais qu'elle est là aujourd'hui. Je ne sais pas si elle est dans la salle, mais je l'ai vu dans le programme. Donc, ça, c'est vraiment un bel exemple de science translationnelle où on est retourné. Donc, j'ai interpellé Nicolas en lui disant, j'ai une hypothèse en DM1 avec les cellules souches musculaires. Tu es un spécialiste des cellules souches musculaires en Duchenne. Est-ce qu'on peut commencer ensemble pour faire cette étude-là? Puis, il faudrait vraiment le tester. Fait qu'on a bénéficié de la collecte de données d'un autre projet pour prendre des biopsies musculaires, pour en faire des lignées de culture primaire. Ensuite, on a déposé un projet à l'éthique sans argent, avec notre conviction qu'on allait peut-être trouver quelque chose. Et puis, bien, la magie a opéré. La magie a opéré parce qu'il y avait un grand respect dans les expertises, donc un grand respect dans cliniquement. C'est important que les données cliniques renseignent qu'est-ce qu'on observe au niveau fondamental et vice-versa. Donc, on a vraiment fait une vraie activité de science translationnelle, c'est-à-dire qu'on est parti de données de patients. Donc, à la base, les patients ont été sélectionnés basés sur des critères cliniques très, très, très établis et stricts. Et il me reste 5 minutes ou c'est terminé? J'ai comme 2 messages complémentaires. C'est terminé? OK. 5 minutes? Parfait. OK, merci. Donc, c'est ça. Puis ce qu'on s'est assuré de faire, c'est d'avoir cet échange-là. Donc, il y a un papier qui a été publié où en fait, juste pour vous démontrer, on voit dans le bas des corrélations entre le niveau d'IL6 chez certains patients et leurs données cliniques. Et ça a permis, en fait, avec toute les données qui avaient été collectées antérieurement, d'aller optimiser toutes les trouvailles fondamentales qu'on avait trouvées avec nos lignées cellulaires. Je pourrais répondre à plus de questions si vous en avez. Ça avait été, en fait, élu comme une des 10 découvertes de l'année en 2023. On était très fiers que la dystrophie myotonique de type 1 fasse partie des sujets d'actualité. Donc, en maladie rare, c'est difficile d'aller capter l'attention du public. Ça touche peu de personnes. Donc, on était content d'avoir une tribune, pas pour nous, mais pour être capable de parler de l'ADM. Alors, j'espère vous avoir convaincu que la science translationnelle en maladie rare est, à mon avis, quelque chose de très utile. Puis, je vais être prête à prendre les questions. Questions en Zoom. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, monsieur, ouvrez votre micro. Merci. Tout d'abord, félicitations pour l'ensemble de ce que vous nous avez présenté, puis toutes les initiatives de votre clinique au travers le temps, puis pour votre travail. Je me demandais, c'est parce qu'il a été question dans les 2 autres conférences, notamment du parcours diagnostique et de sa durée. Ça a déjà été désigné même comme errance. Au niveau multidisciplinaire, interdisciplinaire et au niveau translationnel, est-ce que vous voyez des avenues dans votre clinique pour éventuellement changer les pratiques et revoir certains protocoles pour raccourcir éventuellement l'errance diagnostique, améliorer peut-être, on ne sait pas, le pronostic? C'est une grosse question, très complexe. En fait,
ce qu'on essaie de faire le plus possible, c'est de démocratiser les connaissances pour que le plus grand nombre de personnes possibles qui gravitent auprès des patients aient ces connaissances-là. Donc, souvent, l'errance diagnostique, ça vient du fait que le diagnostic est posé par un médecin dans une clinique de troisième ligne, difficilement accessible. Donc, ce qu'on essaie de faire dans ce cas-là, parce que dans plein d'autres professions, je te donne l'exemple de la physio, ces patients-là peuvent être vus à l'extérieur d'un cadre médical. Donc, ils peuvent consulter en physiothérapie parce qu'ils ont plus de faiblesses, ils tombent plus souvent, ils ont des problèmes d'équilibre. Donc, en démocratisant les connaissances, ce qu'on espère, c'est que l'ensemble des cliniciens aient une connaissance suffisante pour dire ce cas-là ne me semble pas un cas normal. Donc, est-ce qu'il y a moyen d'aller rattacher, de faire des références à des cliniques plus spécialisées pour obtenir ce diagnostic-là? Donc, c'est un peu ça l'idée. Puis en travaillant de façon interdisciplinaire, ben, moi, j'ai appris que, par exemple, dans un cas, par exemple, de DMOP, moi, je ne suis pas une experte de la dysphagie du tout. Maintenant, je suis capable de comprendre qu'un problème de dysphagie, OK, c'est peut-être lié à une maladie rare. Donc, en étant interdisciplinaire, mais il y a un partage de connaissances qui est très efficace pour être capable de comprendre pas l'ensemble des maladies rares, mais un pattern de maladies rares, je dirais, qui est difficilement appris dans un cursus universitaire parce qu'il y en a 8000 des maladies rares. Donc, je dirais que c'est là que présentement, on est capable de faire une différence, je l'espère. Une autre question ici? Oui. Bon, je suis une patiente, fait que je ne parle pas en trop de recherche, je ne comprendrai pas, tu vas me perdre. Bon, j'ai une paraplégie spastique héréditaire, puis mon SPG7 imité. Dans ma petite bulle de patient, okay, j'ai la paraplégie spastique héréditaire, il y a la sclérose latérale primaire, puis il y a l'ataxie. J'ai des amis qui ont l'ARSAX. Bon. Oui, c'est toutes des maladies neurodégénératives, neuromusculaires, Oui, j'ai tout entendu ces affaires-là. C'est progressif, ça prend bien du temps. Je suis en fauteuil roulant aujourd'hui, mais il y a 22 ans, je marchais, je n'avais même pas besoin d'une canne. Fait que oui, la progression arrive, c'est très, très lent. Puis, les tests ne sont pas assez sensibles, comme tu viens juste de décrire. Comment est-ce que je ferais pour prendre ce que tu viens de décrire pour ma maladie? Pour la maladie, tous les patients dans ma petite bulle de patients. Oui. C'est vraiment une bonne question. En fait, merci de la poser. C'est toujours un défi qu'on a lorsqu'on fait de la recherche, c'est-à-dire que comment on peut étudier de façon très pointue une maladie, parce que c'est l'attente qu'il y a envers nous, d'être expert d'une maladie. Mais après ça, il y a 8000 maladies rares. Est-ce qu'on va refaire l'ensemble du processus que je vous ai présenté à 8000 maladies? Ça ne fait pas vraiment de sens. Donc, je pense que ce qu'on peut faire comme chercheur, comme clinicien, c'est-à-dire, une fois que le diagnostic est tombé, on est capable d'identifier des symptômes, des manifestations cliniques qui sont communes. C'est ça qu'on a fait dans le projet IMPACT, c'est-à-dire qu'on inclut des patients qui ont l'ARSAC, mais on a aussi inclus des patients qui ont la SPG7 parce que les déficiences sont communes. Donc, à ce moment-là, les gens ont des problèmes de mobilité, contrôle postural, incoordination, faiblesse. Donc, en travaillant sur la déficience, que ce soit un SPG7 ou ARSAC, bien, on va travailler sur un but commun. OK? Donc, ce qu'on essaie, c'est de rassembler certaines maladies ensemble pour être capable d'établir des conclusions qui vont être exportables dans d'autres maladies pour que même si les autres maladies ne sont pas caractérisées aussi finement, bien, que l'outil développé serve au même titre. Okay. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire, mais je vous dirais qu'on a des défis en tant que chercheurs parce que ce n'est pas l'attente qui est envers nous, mais c'est une des raisons pourquoi on essaye de mobiliser au maximum les connaissances qu'on génère, qu'on essaye de rendre les outils disponibles pour être capable. Moi, j'ai souvent des courriels de des cliniciens à travers le monde, puis ils me posent des questions, puis je leur dis, vous êtes l'expert de tel diagnostic, voici l'outil que nous, on a développé, il sert à telle maladie, mais il a été développé basé sur telle identification de déficience. Si vous trouvez qu'il y a des similarités, bien, je vous dirais que vous pouvez l'utiliser. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire le plus possible. OK. Merci. Merci, Élise. Je veux juste souligner 2 points importants. Premièrement, bravo pour ce travail par vous et votre équipe de recherche fantastique. Donc, point 1. Point 2 aussi, c'est pour exemplifier le type de chercheurs qu'on veut dans RARQC.
Souvent, on parle des maladies rares, on dit, OK, les médecins puis les chercheurs fondamentaux sont tous importants, on est d'accord. Mais on ne veut pas se limiter à ces expertises seulement. Il y a des expertises qui étudient, qui avancent la science sur les maladies rares dans tous les domaines. Physiothérapeutes, infirmiers, infirmières, pharmacie, pharmacoéconomique, bioinformatique, toutes sortes des experts. Et on veut que les gens qui sont intéressés à faire la recherche à maladies rares participent dans ce réseau. Et vous êtes vraiment une belle exemple de ça. Merci. Je vous remercie. Merci. Quelle qualité de conférencière on a depuis le début de la journée et de conférenciers, ceux qui se sont exprimés aussi. Vraiment, vous êtes et nous sommes extrêmement choyés, je pense. Alors, merci, professeur Duchesne. C'était vraiment impressionnant, je dirais même époustouflant. On va maintenant faire une pause de 30 minutes dans l'atrium.